Bienvenue dans l'épisode 20 de la partie troublante d'Internet. Ce qui avait débuté comme un simple regroupement de sujets restants dans une compilation est maintenant le format le plus ancien de la chaîne. Pour cet épisode spécial, j'ai préparé plus de sujets en approfondissant certains, en espérant que cela vous plaira. Bref, il s'agit d'avoir des relations sexuelles avec des filles asiatiques, et faire partie de notre famille. Priez pour nous, s'il vous plaît. Humiliation publique. Oui, c'est ça. Le réseau Law & Crime a diffusé ces images il y a quelques mois. On y voit Karina Armando, âgée de 20 ans, et son amie Olivia Moreau, âgée de 24 ans, se faire arrêter par la police. Le véhicule de Karina a été vu en train de zigzaguer et de coller une autre voiture. Ce qui suit est un véritable chaos. Mais commençons par le début. D'où venez-vous aujourd'hui? De chez Donovan. De chez Donovan? Oui. Combien as-tu bu aujourd'hui? As-tu bu quelque chose aujourd'hui? Des boissons illégales? Oui, j'ai bu 2 verres. Ce n'était pas très convaincant, l'agent soupçonnant qu'elle avait peut-être bu un peu plus que seulement 2 verres. Sortez de la voiture pour moi. Donc, pour l'instant, je vous demande de sortir du véhicule afin que nous puissions parler sur le bord de la route. Sortez du véhicule. Je crois que vous êtes en adresse. Après quelques échanges, Karina sortirait du véhicule. En plus des questions habituelles, elle a dû passer des tests de mobilité pour évaluer son niveau d'ivresse. Son amie Olivia faisait tout son possible pour ne pas rester dans le véhicule. Elle a d'abord dit qu'elle cherchait ses médicaments. Ensuite, elle était curieuse de savoir ce qui se passait. Bon, madame, j'ai besoin que vous restiez dans la voiture. Vous en êtes sûre? Nous sommes sur une autoroute. Non, j'ai besoin que tu restes dans la voiture. Nous sommes sur une autoroute, d'accord? Mademoiselle, j'ai besoin que vous restiez dans la voiture. Non, c'est moi. Il y a quelqu'un qui vient pour moi. D'accord. Je vais rester dans la voiture. D'accord, reste juste dans la voiture. D'accord, ça va. Je suis désolée. Ça va, reste juste dans la voiture. Puis-je passer ma main par la fenêtre sans danger? Oui, refermons juste la portière. D'accord, tu peux rester avec la fenêtre ouverte. Mademoiselle, restez juste dans la voiture. Je veux juste être témoin de ça. Non, vous devez rester dans la voiture. Non, je veux être témoin de ça. Je suis vraiment désolée, mais j'entends ce que vous dites et j'ai besoin d'être témoin de... Vous réalisez qu'en interférant avec un contrôle routier, vous risquez aussi une arrestation pour obstruction? Ah, d'accord, vous voulez m'arrêter? Je n'en ai vraiment pas envie. Je ne veux pas que vous le fassiez non plus. Je veux juste voir ce qui se passe. Veuillez monter dans le véhicule. J'ai mal, je ne peux pas m'asseoir. Est-ce que je peux rester debout? Est-ce que je peux rester ici debout? Non, j'ai besoin que vous montiez dans le véhicule. Il y a quelqu'un à 5 minutes d'ici. Est-ce que je peux rester debout ici? Est-ce que je peux me lever et être... Mademoiselle, j'ai besoin que vous montiez dans le véhicule. Vous restez dans le véhicule. Mademoiselle, montez dans le véhicule et restez-y. Je vous en supplie. Mademoiselle, j'ai besoin que vous montiez dans le véhicule. Mademoiselle, montez dans le véhicule et restez-y. Nous sommes sur une autoroute. D'un côté, elle insiste pour dire qu'elle veut seulement observer ce qui se passe, mais d'un autre côté, elle affirme qu'elle a mal et qu'elle a besoin de se lever. Finalement, cela atteint un point où Olivia quitte à nouveau la voiture et s'enfuit. Encore une fois, les pieds joints, les mains le long du corps. D'accord. Je sais, je sais. C'est la voiture de ma mère. Mais d'accord, mademoiselle, je dois vous voir, mais écoutez. Je m'en fiche. J'ai mal, j'ai besoin de me lever. J'ai mal. Je comprends, je ne voulais pas vous manquer de respect. Éteignez-le, j'ai très mal. Vous devez vous calmer, vous ne pouvez pas simplement sortir d'un véhicule lors d'un contrôle routier tant que nous ne vous avons pas autorisé à partir. Oh, d'accord, je me tiendrai où vous voulez. Mais je dois me lever, je ne peux pas rester assise. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir. Si vous n'écoutez pas, je deviens pénible. Je dois me lever. Dites-moi où me mettre et je m'y tiendrai. Mais je ne peux pas m'asseoir dans cette voiture. Je resterai debout là. Je me tiendrai où vous voulez. Laissez-moi, s'il vous plaît. Olivia a décidé de s'asseoir dans la voiture de son petit ami après avoir beaucoup crié et interrompu l'agent. Karina, quant à elle, a complètement échoué au test et a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse au volant d'une Dodge Caliber 2009. Et County, nous avons besoin d'une dépanneuse pour le rapport de John. Je ne vais pas bien du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes en état d'arrestation pour conduite sous l'influence. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Olivia s'est contredite à plusieurs reprises.
Olivia a d'abord dit qu'elle pouvait conduire la voiture, mais a ensuite affirmé ne pas pouvoir le faire à cause de ses médicaments. Elle a affirmé qu'elle devait se lever parce qu'elle avait mal, mais plus tard, elle a dit à l'agent qu'elle voulait seulement observer ce qui se passait avec Karina. C'est étrange, vu qu'Olivia était dans la voiture de Karina pendant tout leur trajet ensemble. Si ce lever était si urgent, pourquoi a-t-elle accompagné Karina lors de son trajet sur l'autoroute ? Il est évident que si la police n'avait pas arrêté ces deux individus à ce moment-là, la situation aurait pu devenir extrêmement dangereuse sur l'autoroute. Si vous ne voulez pas manquer mes nouvelles vidéos, assurez-vous de vous abonner pour qu'elles apparaissent dans votre fil d'actualité, car je ne publie pas très souvent en ce moment. La vidéo suivante est l'une des trouvailles les plus répugnantes sur Internet. Les hommes masqués en clowns semblaient débrandir des armes à feu devant la caméra, mais leurs actions allaient bientôt prendre une tournure sombre et profondément troublante. Avec le contexte, ça a l'air ridicule, mais c'est vraiment troublant. Ces types sont les membres du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, également connu sous le nom de cartel de Jalisco Nueva Génération, ou en abrégé, cartel de Jalisco Nueva Génération. Ce cartel est aussi notoire qu'on peut l'imaginer, avec un penchant pour des actes de violence glaçants qui pourraient vous glacer le sang. On parle de choses comme le cannibalisme des victimes dans le cadre de la formation des nouveaux membres, ainsi que l'utilisation d'armes avancées telles que des drones et des lance-roquettes contre les cartels rivaux. Comme c'est typique de ces grands cartels, le cartel de Jalisco Nueva Génération fonctionne par l'intermédiaire de commandants désignés, qui supervisent différents aspects des activités du cartel dans diverses régions. L'un de ces commandants était Fabián Urbino Morales, également connu sous le nom de El Payaso, ce qui signifie le clown en espagnol. Je ne plaisante pas, à l'époque, il travaillait dans un cirque, mais il a troqué ses balles de jonglage contre une vie de crime. Bien qu'ayant basculé dans le crime, il a conservé un souvenir de son passé, un masque de clown. Non seulement il le portait pendant ses opérations, mais il obligeait aussi son équipe à adopter le look de clown lors de leurs crimes. On pense que les hommes dans la vidéo sont El Payaso et ses acolytes, exhibant leurs armes juste avant que les choses ne prennent une tournure macabre. La brutalité qui a suivi est tellement glaçante, c'est complètement fou. Les images sont trop choquantes pour YouTube, mais je vais essayer de vous décrire au mieux la scène macabre sans pouvoir vous les montrer. La vidéo montre essentiellement le supplice brutal d'un membre d'un cartel rival par le cartel de Jalisco Nueva Génération avec qui ils étaient engagés dans un conflit violent. Le clip de 30 secondes intitulé « Quiero agua », ce qui signifie « je veux de l'eau » en anglais, commence avec un membre du cartel dont le visage a été complètement écorché alors qu'il était encore en vie. Il ne reste plus aucun trait du visage, pas de peau, pas de lèvres, pas de paupières. Seuls ces globes oculaires subsistaient, fixant de façon réellement troublante. Ça semble tellement bizarre qu'on croirait que c'est inventé, mais malheureusement les images ont été vérifiées comme authentiques. Dans la vidéo, les membres du cartel le narguent et le tourmentent, savourant la souffrance infligée. Ils lui posent des questions comme « Tu veux de l'eau ?» Il répond « Yo quiero agua », ce qui signifie « Oui, je veux de l'eau ». Mais il ne lui en donne pas. C'est difficile à regarder, mais il semble qu'une partie de sa poitrine ait aussi été écorchée. Le plus troublant dans cette vidéo est le sourire étrange et démoniaque de ce qu'il reste de la victime. L'homme est clairement dans une douleur atroce, sa voix réduite à un son rauque et inhumain. Je vous conseille de ne pas chercher cette vidéo si vous êtes sensible à ce genre de contenu, même si elle n'est pas facilement accessible non plus. Des gens sur YouTube ont essayé de reproduire l'incident en utilisant des animations ou des mannequins. Cependant, aucune de ces représentations ne peut retranscrire l'horreur et le dégoût réel de la vidéo originale, croyez-moi. Bien que certains pensent que les séquences de torture et de menaces avec des armes à feu que vous venez de voir pourraient provenir de deux incidents distincts, El Payaso apparaît dans les deux, donc qu'il s'agisse ou non du même événement, le fait est que ces images sont troublantes et inhumaines, même à regarder sans parler de les vivre. El Payaso, ou le clown tueur, a été arrêté le 29 janvier 2020 et jeté derrière les barreaux, là où il mérite d'être. Cependant, on pense que son groupe est toujours actif dans plusieurs États mexicains, perpétuant ainsi son héritage brutal. Le clip suivant a été extrait d'un vlog de la youtubeuse lifestyle Jordan Cheyenne en 2021, où on la voit demander à son fils de pleurer devant la caméra. Mais avant d'analyser tout cela, regardons d'abord la vidéo. Nous serions reconnaissants si vous pouviez prier pour nous afin qu'elle fasse partie de notre famille. Je vous aime. Au revoir. Viens ici. Approche-toi pour la vidéo. Plus près. Approche-toi. Et plus près. Mets ta tête juste ici.
Plus bas, baisse ta tête ici. Fais comme si tu pleurais, vite. Je pleure. Fais comme ça. Non, maman, je suis vraiment sérieuse. Non, je sais, mais fais comme ça pour la vidéo. Fais comme ça, lève une main comme ça. Non, fais comme ça, mets ta main comme ça, mais laisse-les voir ta bouche. Laisse-les voir ta bouche. Non, maman, je pleure vraiment. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Je sais, regarde-moi, regarde-moi. Regarde la caméra, regarde la caméra. D'accord, ça va, c'est fini, c'est fini. Dans le vlog, Jordan parle de son nouveau chiot qui a été diagnostiqué avec le parvovirus et demande à ses fans de prier pour lui. Mais juste après, elle se tourne vers son fils et lui demande de pleurer pour la caméra, comme s'il mettait en scène une image miniature dans la même prise. Jordan a dû oublier de couper cette partie au montage car elle a téléchargé la vidéo telle quelle et cela n'a pas plu à beaucoup de gens. Il la boycotte sur les réseaux sociaux, critiquant sa manière d'élever son enfant. Suite à la réaction négative, elle a supprimé le vlog, a présenté des excuses et est même allée jusqu'à supprimer sa chaîne YouTube. Elle a annoncé son retrait d'Internet pour se consacrer à son enfant. Cependant, cela n'a pas duré, car dès février 2022, seulement 5 mois plus tard, elle était de retour sur YouTube. Elle a clairement indiqué qu'elle ne montrerait plus son fils sur sa chaîne. Jusqu'à présent, elle a tenu parole. Le clip suivant provient d'un enregistrement de vidéosurveillance diffusé par la chaîne de télévision philippine en clair GMA Network. Sur les images de vidéosurveillance, vers 18h33, Christine et l'homme peuvent être vus ensemble. Les preuves des autorités se renforcent. En regardant, vous voyez un jeune couple marchant dans la rue, profitant d'une promenade comme tout autre couple. Cependant, ce moment apparemment normal précède juste un terrible crime. Avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il est préférable de ne pas rechercher cette affaire sur Google. Des images troublantes circulent, la discrétion du spectateur est recommandée. Sur la vidéo, la jeune femme est Christine Lee Sullivan, une lycéenne de 16 ans et collectrice d'église venant d'un village de Lapu-Lapu City aux Philippines. Cette vidéo montre ses derniers instants de vie. Alors que la plupart d'entre vous pourraient penser que l'homme marchant à côté d'elle est le coupable, faisons une pause un instant. La vérité est plus tragique qu'imaginable. Qui est cet homme derrière Christine ? Nous y reviendrons, mais commençons par comprendre l'histoire de Christine. Le dimanche 10 mars 2019, Christine a effectué ses tâches ménagères habituelles avant de se rendre à l'église vers 16h où, comme mentionné précédemment, elle travaillait comme collectrice. Habituellement, elle rentrait chez elle vers 19h, mais ce jour-là était différent. Sa mère a remarqué qu'il était presque 20h et que Christine n'était pas rentrée, ce qui était très inhabituel pour elle. De plus en plus inquiète, la mère de Christine est allée à l'église pour se renseigner sur l'endroit où se trouvait sa fille. À sa grande consternation, elle a appris que Christine avait quitté l'église à 18h, mais n'était pas rentrée chez elle, ce qui a ajouté à sa détresse quelques jours plus tôt. Il y avait eu des rapports de la police concernant un criminel présumé dans leur quartier, impliqué dans des enlèvements et du trafic de stupéfiants. À cet instant, son esprit était confus. Où était donc Christine ? Que lui était-il arrivé ? Elle n'avait aucune réponse. Elle se hâta de rentrer, rassembla ses voisins pour fouiller les alentours, mais en vain. N'ayant pas d'autre choix, il était alors temps d'appeler la police. La gestion de cette affaire par la police est en soi un véritable mystère. Bien qu'ils savaient que Christine n'était pas dans les environs, les agents ont perdu du temps à fouiller les zones proches et lorsque leur recherche n'a rien donné, ils sont simplement partis, promettant de reprendre les recherches le lendemain. Personne ne savait alors qu'il serait déjà trop tard. Le lendemain, un villageois a contacté le département de la police nationale philippine, après avoir aperçu quelque chose d'inhabituel dans la ville de Mahaya Highfield. Le spectacle qui les attendait resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Une jeune fille, dévêtue de la taille jusqu'en bas, gisait sans vie, son visage tellement mutilé que la moitié de son crâne était exposée. Après avoir reçu le rapport, la police arriva rapidement sur les lieux, reliant la découverte aux recherches de la veille au soir pour Christine. Le bracelet au bras de la victime confirma son identité, bien que son visage fût méconnaissable. Ironiquement, la zone où le corps de Christine a été retrouvé avait été minutieusement fouillée la veille au soir, mais aucun indice n'avait été découvert. Mais ce n'est même pas la partie la plus choquante. Les détails vraiment horribles ont émergé lors de l'enquête initiale. De la manière la plus barbare possible,
Christine a subi au moins 27 à 30 coups de couteau sur son corps, y compris au niveau du cou. Les enquêtes ultérieures ont révélé qu'elle avait perdu la moitié de la peau de son visage à cause de l'acide qui lui a été versé dessus alors qu'elle était encore en vie avant que le reste de la peau ne soit arraché de force. Une autopsie plus poussée a mis au jour des éléments encore plus perturbants. En plus de la peau de son visage, Christine manquait également plusieurs parties de son corps. L'équipe médico-légale a confirmé que Christine avait subi une agression intime révélée par des hémorragies internes. De plus, elle a aussi été étranglée avec une corde. Comme si cela n'était pas déjà assez horrible pour sa famille, certaines personnes dans la foule ont pris des photos en gros plan de son corps mutilé et les ont partagées en ligne. Hélas, ces images demeurent aisément accessibles. Par respect, je ne peux pas vous montrer la photo originale. Après la découverte choquante du corps de Christine, une chasse à l'homme nationale a été lancée. L'incident a provoqué l'indignation internationale et locale. Ainsi, une unité spéciale a été formée pour enquêter sur l'affaire Sullivan. Ils subissaient donc une pression pour agir vite et bien. Leur première avancée est venue d'une vidéo de surveillance montrant Christine marchant avec un homme non identifié. Il était clair qu'elle le connaissait bien, sans aucun signe de contrainte. Le meurtrier était probablement une connaissance de la victime. L'enquête se concentrait désormais sur l'identification de cet homme mystérieux. Mais ce n'est pas tout ce que la police devait prendre en compte. Ce qui a vraiment attiré leur attention, c'était la nature troublante du meurtre de Christine. Cela ne ressemblait pas à un criminel ordinaire. C'était l'œuvre d'un tueur professionnel, froid et calculateur. Étonnamment, la police avait déjà identifié un suspect correspondant à ce profil. Il n'y a pas longtemps, un homme du coin nommé Jonas Martel Bueno avait récemment été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à un fermier et d'avoir défiguré le pauvre homme pour cacher son identité. Jonas pensait que ses jours de prison étaient derrière lui, mais à sa grande surprise, il a été de nouveau arrêté malgré les épreuves déjà traversées. Cette fois pour un crime impliquant une fille dont il jurait ne même pas connaître l'existence. Après une enquête approfondie, la police a réalisé que Jonas était innocent et l'a laissé tranquille. Après que la police ait innocenté le premier suspect, il ne leur restait que les images de vidéosurveillance. Mais on ne voyait que leur dos, donc ils n'ont pas pu identifier le gars avec Christine. Les enquêteurs ont donc analysé les comptes de réseaux sociaux de Christine, soupçonnant que le coupable puisse être l'un de ses amis, étant donné son attitude décontractée sur les photos. En parcourant son Facebook, ils ont trouvé des discussions cruciales mais avec deux gars, ce qui a permis d'énormes progrès dans l'enquête. L'un était Seiji Diaz, qui semblait être un nouveau béguin, et l'autre était John, son ex. Voici où ça devient intéressant. John et Christine ont eu une relation pendant près d'1 an avant qu'elle y mette fin peu avant l'incident. Le NBI avait une théorie. Christine a quitté John pour quelqu'un d'autre, ce qui, selon eux, a tellement énervé John qu'il a créé le compte Seiji Diaz pour se venger d'elle. Mais la famille de John n'y croyait pas. Ils croyaient que le NBI tentait simplement d'obtenir la récompense de 2 millions de pesos en dénonçant le coupable du crime contre Christine. La mère de John a raconté sa journée du 10 mars. Il a nettoyé sa chambre, joué au ballon avec ses amis jusqu'en fin d'après-midi, puis est rentré dîner et s'est couché vers 19h. Cette chronologie a été confirmée par les copains de basket de John. Les flics, cependant, étaient après John, soulignant que ses vêtements ressemblaient à ceux que portait le type sur les images de vidéosurveillance et il avait quelques égratignures dans le dos qu'ils affirmaient provenir d'une bagarre avec Christine. Ils croyaient que cela suffisait pour l'accuser, mais la violence du crime indiquait que ce n'était pas l'acte d'un seul individu. Malgré des mois d'enquête, le NBI n'avait qu'un aveu de John que beaucoup mettaient en doute. Il était mineur et il y avait des inquiétudes quant à savoir si les policiers ne l'avaient pas poussé à avouer. Même ainsi, John restait le principal suspect. La police l'a testé pour voir s'il comprenait les conséquences de ses actes et étonnamment, il a réussi. Cela signifiait qu'il pensait qu'il savait exactement ce qu'il faisait lorsque, selon eux, il a attiré, attaqué, poignardé et mutilé Christine. Le bureau régional de la police a confirmé avoir résolu l'affaire et arrêté l'auteur, suggérant que l'enquête était terminée. Donc, l'homme sur les images de vidéosurveillance marchant avec Christine n'était pas John. Absolument pas. Alors que John, 17 ans, subissait la pression de la loi et du public, une nouvelle personne est entrée en scène, bouleversant totalement l'affaire. Renato Lenis, qui était déjà dans le viseur de la police pour possession présumée d'armes et de substances illégales, a été arrêté le 9 avril pour avoir prétendument porté un pistolet de calibre 45. Pendant sa garde à vue, il a fait une confession explosive qui a choqué tous les suiveurs de l'affaire. Lors d'une conférence de presse le 11 avril, le chef de la police des Philippines a présenté Renato devant les journalistes où il a avoué avoir tué Christine Sullivan. Il a révélé tous les détails dès le début, laissant tout le monde stupéfait.
Renato, un père de 43 ans avec 5 enfants, s'est fait passer pour un garçon de 16 ans sur Facebook afin d'attirer des adolescentes. Christine, l'une des filles, a commencé à discuter avec Renato sur Facebook Messenger en 2018, croyant qu'il était un camarade de classe. Leur conversation sur Facebook Messenger montrait que Christine voulait vraiment se rencontrer, mais Renato trouvait toujours des excuses pour repousser le rendez-vous. Puis, le 10 mars, Renato s'est enfin convaincu qu'après tout ce temps à discuter, Christine ne le repousserait pas. Il a donc organisé un rendez-vous avec elle après son service à l'église. En réalisant que C.J. Diaz était un homme d'âge moyen et non un jeune homme comme elle l'avait supposé, Christine a naturellement été horrifiée. Elle voulait partir immédiatement, mais Renato a insisté pour la raccompagner chez elle et elle ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Christine a accepté à contre-cœur d'aller se promener avec lui. Pendant leur promenade, Renato a soudainement demandé à Christine si elle voulait coucher avec lui. Christine, dégoûtée par lui, l'a catégoriquement refusé et a demandé qu'il appelle plutôt John pour venir la chercher. Mais le vieil homme ne supportait pas le rejet. Ses sentiments de jalousie et de rejet ont explosé et dans un accès de rage, il a traîné Christine dans un champ désert où il l'a brutalement attaquée avec des ciseaux, lui laissant le visage défiguré. Interrogé sur les raisons de ses aveux, il a reconnu se sentir coupable envers John. Il trouvait injuste que John soit accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait et il ne supportait pas l'idée que John et sa famille subissent une telle humiliation publique. Je veux demander pardon à la famille. J'espère qu'ils me pardonneront pour ce que j'ai fait. J'espère que le suspect de 17 ans sera libéré. Ce n'est pas lui, c'est moi qui ai tué. J'ai pitié de lui. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Renato a affirmé être l'homme sur les images de vidéosurveillance, mais sa carrure et sa posture indiquaient clairement le contraire. Il a avoué avoir mutilé Christine avec des ciseaux, mais l'analyse médico-légale a révélé l'utilisation d'acide pour défigurer son visage avant de l'écorcher. L'autopsie a révélé des signes d'agression avec l'absence de vêtements inférieurs, mais Renato a persisté à nier toute agression. Renato a expliqué qu'il avait appris à commettre cet acte atroce sur le visage et le cou de Christine en visionnant des vidéos sur Facebook et YouTube. Il a affirmé avoir été inspiré par le défi viral Momo qui circulait sur Internet. En 2018, un véritable gouffre sur Internet incitait les gens à faire des choses dangereuses. Vous devriez connaître cette personne. Malgré sa confession détaillée initiale, il a ensuite plaidé non coupable, suggérant une rétractation. Les grandes questions demeurèrent sans réponse. Renato était-il vraiment responsable de l'incident? Si c'est le cas, qui d'autre y a participé? Qui l'a agressé? Son corps a été retrouvé près de chez elle. Si Renato l'a vraiment poignardé 30 fois avec des ciseaux, pourquoi personne n'a rien entendu? Et qui était l'homme sur les images de vidéosurveillance? John, Renato, quelqu'un d'autre? Les réponses se sont arrêtées lorsque Renato a été retrouvé mort dans une cellule le 24 mai 2019. Il aurait été menacé par l'oncle de Christine, qui était également détenu. Selon certains, Renato paraissait déprimé, ce qui pourrait être une autre explication. La police a classé l'affaire, mais la mère de Christine pense que le coupable du crime envers sa fille court toujours impuni. Ça me fait me demander si la police s'est dépêchée de classer l'affaire ou si elle a vraiment tout fait pour rendre justice à Christine. Pour celui-ci, j'ai besoin que vous fassiez preuve d'un peu de patience afin que je puisse revenir sur son histoire avant que nous n'abordions vraiment l'aspect troublant et répugnant de cette affaire. C'est un sujet complexe, alors soyez indulgents. En regardant les vidéos, vous remarquerez rapidement une chose en particulier. Le sexe est le thème central. C'est à peu près le seul sujet que vous verrez du début à la fin. Bien que parler de sexe ne soit pas le problème, les titres des vidéos pourraient vous surprendre. Pour ceux qui étaient vraiment actifs sur Internet entre 2012 et 2013, vous avez peut-être déjà une petite idée. Cet homme est Hunter Moore, surnommé l'homme le plus détesté d'Internet, et ce pour de très bonnes raisons. Hunter, né en mars 1986, a grandi à Woodland, en Californie. Et peut-être que le seul fait marquant de son enfance, c'est qu'il a été expulsé du collège pour s'être constamment battu avec ses camarades de classe. Avant de fonder sa société de t-shirts, qu'il a ensuite abandonnée suite à une expulsion, Hunter a lancé une communauté en ligne pour Diablo 2 et a démarré une entreprise locale de promotion de soirées. Le succès de ces initiatives lui a fait croire qu'assister aux cours était une perte de temps. Cependant, l'entrée de Hunter dans ce qu'il appelait les vraies galères est arrivée à 18 ans. Cela incluait l'obtention d'emplois assez intéressants. Il est devenu coiffeur occasionnel pour un site fétichiste, a obtenu un joli pactole grâce à un procès pour harcèlement contre un magasin de centre commercial, a utilisé l'argent pour vadrouiller à travers l'Europe et le Japon, puis s'est installé en Australie pendant 1 an parce que, comme il le dit, là-bas, ils savent vraiment faire la fête. Il n'est rentré chez lui que lorsqu'il a attrapé la gale.
Après cela, il s'est lancé dans l'organisation de soirées sexuelles, organisant des événements comme des soirées gays et des partouzes, entre autres. Cependant, il a vendu l'entreprise quand il a commencé à douter de sa légalité. Ironiquement, ce qui a suivi a été encore plus choquant. À la fin de 2010, Hunter est tombé sur une idée peut-être encore plus controversée. Alors qu'il sortait avec une fille, tous ses amis ont exprimé un vif intérêt à la voir complètement nue. Bien que cela ne le dérangeait pas, le problème s'est posé lorsqu'il ne pouvait pas facilement partager les photos qu'elle lui envoyait. Il a réalisé qu'il pouvait publier ces images sur un domaine dormant acheté pour de futures promotions de soirées. Avec le temps, ses amis ont ajouté leurs photos sur le site. Environ une semaine plus tard, à sa grande surprise, le site avait recueilli 14 000 visites uniques. Cette révélation a fait germer l'idée qu'il pouvait transformer cela en une entreprise rentable, ce qu'il a fait, gagnant parfois jusqu'à 30 000 $ par mois. Eh bien, tout a commencé quand j'ai frappé une stupide chaussure. Ça m'a vraiment brisé le cœur et c'est comme ça que tout a commencé, mec, en essayant de me venger de quelqu'un. En résumé, je voulais me venger 10 fois plus fort. Alors mes amis et moi avons posté beaucoup de filles sur Is Anyone Up, ce qui est étrange car à l'origine, ce site était censé parler de la vie nocturne. C'est ce que le nom voulait dire et un jour on a eu plein de trafic et je me suis dit, mec, je peux gagner de l'argent avec des seins et des gens, C'est devenu ce que c'est aujourd'hui grâce à des gens comme toi. Moi, je me moquais seulement des gens avec des vagins verts. Hunter a nommé son site isanyonup.com et même si au début c'était un site de porno général, les choses ont rapidement pris une tournure sombre. Il a commencé à partager des photos explicites de célébrités, de membres de groupes célèbres et même de personnes handicapées, ainsi que de nombreuses femmes et hommes qui n'avaient pas consenti à la diffusion de leurs images. Mais le principal business du site, c'était ce qu'on appelait la revenge porn. En gros, si quelqu'un en voulait à son ex, il envoyait des photos explicites et le site les publiait avec joie, tout ça au nom de la vengeance. Is Anyone Up, c'est l'endroit où les ex rancuniers viennent pour avoir l'esprit tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton ex-petite amie à qui t'as fait du mal, elle peut venir sur mon site et on s'occupera d'elle. Mais ce n'était que le début. Hunter est allé encore plus loin en reliant ses photos aux profils de réseaux sociaux des victimes, comme Facebook ou Twitter, ainsi qu'à leurs coordonnées personnelles, comme leurs adresses et même leur lieu de travail. Les soumissions au site suivaient un format inquiétamment cohérent. D'abord, le profil de la personne sur les réseaux sociaux était affiché, suivi de photos habillées, pour finalement révéler leurs photos intimes. De plus, certaines soumissions montraient des personnes impliquées dans des actes sexuels explicites tels que la masturbation. Chaque soumission se terminait par une image de réaction, souvent une image fixe ou un graphics interchange format animé d'une scène populaire ou d'un mème internet, utilisé comme réponse sarcastique au contenu. Mais la malveillance de Hunter ne s'est pas arrêtée là. Il a ensuite créé une catégorie sur le site appelée « haine quotidienne », mettant en avant les réactions furieuses de personnes dont les images avaient été publiées sans leur consentement. Pour aggraver la cruauté, Hunter partageait les emails de filles le suppliant de retirer leurs photos, pour ensuite répondre par des commentaires ignobles sous leurs clichés, incitant les autres à harceler davantage les victimes. Hunter a tiré profit de la notoriété du site en y affichant des publicités à contenu explicite et en vendant des produits dérivés. Rien qu'en novembre 2011, le site a engrangé 13 000 $ de revenus. Avec plus de 30 millions de pages vues, Hunter disait travailler 19 heures par jour, 5 jours par semaine pour gérer le site. Il se vantait d'avoir une équipe de 6 personnes, dont 2 spécialistes de la vérification de l'âge, pour s'assurer que toutes les personnes présentées avaient au moins 18 ans. Malgré ses affirmations lors d'interviews et de diffusions en direct de vérifier l'âge des personnes, ses détracteurs et victimes soupçonnant souvent que certaines photos sur son site montraient des mineurs. Que cela soit vrai ou non, ses actes en disent long sur son caractère. Dans une interview, Hunter a choqué en admettant être totalement à l'aise avec l'humiliation publique infligée aux personnes et présentée sur son site. Cependant, il a rejeté la faute sur ceux qui avaient téléchargé le contenu sur son site, se dédouanant du tort causé. Humiliation. Ouais, c'est ça. Et ça ne te dérange pas de tout balancer et dans certains cas, de ruiner la vie des autres? Je ne connais pas ces gens, donc c'est assez anonyme pour moi. Je pense que ceux qui soumettent les informations devraient se sentir mal en cliquant sur le bouton d'envoi. Ironiquement, bien que le site gagne de l'argent grâce à ses photos, il semblait encourager les gens à télécharger ce contenu. De plus, lors d'une interview télévisée, il essaie de maintenir une bonne réputation dans un cadre professionnel. Après qu'une photo ait été téléchargée, le site partageait quelque chose d'étrange. Une note de remerciement pour leur méchanceté. Mais surtout, il est évident qu'il ne ressentait aucune culpabilité.
Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans tes contacts. Et tu sais, pour moi, la dernière fille que j'ai mise enceinte, par exemple, elle est tout simplement enregistrée comme connasse enceinte débile dans mon téléphone. Donc, je vais taper enceinte débile. Ah, la voilà. Regarde, maintenant je suis sur connasse enceinte débile dans mon téléphone. Je ne vois pas comment tu peux me pointer du doigt. C'est toi qui as pris la photo. Depuis plus d'1 an et demi, je me justifie dans ma tête à propos du site que je gère et de ce que je fais. Mais tout a commencé avec toi. C'est toi qui as pris ces photos. Je ne connais pas ton âge, mais je suis certain que tu es intelligent et scolarisé. Voyons, on est en 2012, qu'espérais-tu? Quelqu'un allait en tirer profit. Je veux dire, et c'est moi qui l'ai fait. Dans l'une de ses nombreuses vidéos étranges et explicites sur YouTube, dont le titre en dit long, il se met bizarrement à humilier des personnes sans situation de handicap. Bon, je vais juste le dire franchement, les filles sourdes sont les meilleures pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elles parlent comme « je ne peux pas te laisser entrer ». Désolé, je ne devrais pas parler fort, c'est juste pour la caméra. Je pense que tu sais, ça aide avec le réflexe nauséeux, elle fait son truc et elle y va. Youpi. Ouais. Bref, voilà mes histoires de handicapés. Donc en gros, tous les handicapés sont nuls. Les meilleurs, putain de... Malgré tout, le site web IsAnyOneUp ne rendait pas seulement Hunter infâme, mais le rendait en fait célèbre. Les abonnés de Hunter étaient surtout des jeunes alternatifs, des défenseurs de la liberté d'expression et principalement des jeunes femmes rêvant d'apparaître sur son site, voire dans son lit. Probablement pas dans cet ordre-là. Sur Twitter, il n'était pas rare que des dizaines de femmes cherchent à attirer son attention un jour sur deux. Certaines images étaient si choquantes que je ne pouvais pas les inclure dans cette vidéo. Ensuite, la situation est devenue grave. En novembre 2011, Hunter est apparu dans l'émission d'Anderson Cooper où il avait été confronté à 2 jeunes femmes dont il avait publié les photos intimes en ligne. Cela a porté sa popularité à un tout autre niveau et à mesure que la notoriété grandissait, la soumission de contenus de plus en plus extrêmes augmentait également. Des contenus pédopornographiques, de la cruauté envers les animaux et d'autres choses qui allaient bien au-delà des vidéos de vengeance habituelles. Malgré les critiques croissantes, les réactions négatives et les menaces de mort, Hunter restait impassible face à ses détracteurs. Il a continué à gérer le site et à tweeter, encouragé par ses fans qui le soutenaient face aux détracteurs et en demandaient davantage. En 2012, le site a été fermé après que Hunter, trompé, l'ait vendu à Bullyville, une association caritative anti-harcèlement. Réalisant qu'il avait été dupé, il s'en est pris à James McGibney, le propriétaire du site, sur Twitter, le traitant même de prédateur. 1 an après, le fondateur de l'association a gagné un procès en diffamation de 250 000 $ contre Hunter pour ses allégations. Il a ensuite été révélé que Hunter payait quelqu'un pour pirater les comptes des gens et voler des photos. En conséquence, le compte Twitter de Hunter a été fermé. En 2015, il a plaidé coupable de vol d'identité aggravé et de complicité d'accès non autorisé à un ordinateur. Étonnamment, il n'a été condamné qu'à 2 ans et demi de prison. Cependant, le juge lui a interdit d'utiliser les réseaux sociaux. Hunter, libéré en 2017, est revenu sur Twitter avec un nouveau compte, bien que toujours banni de Facebook. En 2022, Netflix a sorti une série documentaire en 3 parties sur lui et sur isanyone.com intitulée « L'homme le plus détesté d'Internet ». La série présente des interviews à la fois de victimes et de représentants des forces de l'ordre. Hunter avait initialement accepté de participer au documentaire. Cependant, il s'est ensuite désisté, affirmant que Netflix l'empêchait de partager pleinement sa version de l'histoire. Je trouve incroyable qu'il ait pu s'en sortir aussi longtemps en partageant ouvertement et en tirant profit de contenus de vengeance et d'autres choses, mais il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, Internet était beaucoup moins réglementé et contrôlé, donc les gens pouvaient faire bien plus de choses qu'aujourd'hui sans être inquiétés. Timothy Wilkes, un jeune YouTuber en herbe, est devenu un exemple frappant de ce qui se passe lorsque les limites ne sont pas seulement franchies, mais tragiquement dépassées. L'histoire de Wilkes n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une profonde réflexion sur la culture de la célébrité en ligne et sur les extrêmes auxquels certains sont prêts à aller pour obtenir une validation virtuelle. Né et ayant grandi à une époque où la frontière entre la reconnaissance virtuelle et la réalité devient de plus en plus floue, Timothy Wilkes avait, comme tout jeune créateur, l'ambition de laisser sa marque sur le monde. Cependant, ses ambitions allaient y prendre fin brutalement lors d'une froide soirée de février 2021 sur le parking de l'Urban Air Trampoline, un parc d'aventure à Nashville, Tennessee. Wilkes, accompagné d'un ami, avait imaginé une vidéo YouTube dans laquelle il mettrait en scène une fausse tentative de vol.
Armés de couteaux de boucher, ils se sont approchés d'un groupe de personnes dans l'intention de simuler un faux braquage pour leur chaîne YouTube, convaincus que la valeur choc et la réaction des victimes inattentives se traduiraient par un contenu viral. Cependant, la situation a rapidement tourné au drame lorsque David Starnes Jr., un jeune homme de 23 ans parmi les personnes approchées, ignorant qu'il s'agissait d'une farce, a sorti son arme à feu pour se défendre et a tiré sur Wilkes, entraînant sa mort sur le coup. L'incident a soulevé un débat juridique et moral complexe sur les questions entourant les farces sur les réseaux sociaux. David Starnes Jr., affirmant avoir ignoré qu'il s'agissait d'une farce et avoir craint pour sa vie, n'a pas été inculpé. L'enquête de la police de Nashville a conclu qu'il avait agi en légitime défense, soulignant l'intersection délicate entre ce droit et les conséquences imprévues de farces apparemment inoffensives. La mort tragique de Wilkes soulève des questions urgentes sur la responsabilité des créateurs de contenu, des plateformes qui hébergent ce contenu et des publics qui le consomment. L'attrait de la célébrité rapide et la monétisation du contenu ont poussé beaucoup de gens à ignorer les conséquences potentielles dans le monde réel de leurs actions en ligne. Les canulars impliquant de fausses agressions ou des menaces de violence brouillent les limites éthiques et présentent des risques importants, non seulement pour les participants, mais aussi pour un public non averti. La grand-mère de Wilkes a parlé de lui aux informations après son décès et l'a décrit comme une personne douce et timide. Je ne l'ai jamais vu comme un homme, je l'ai toujours vu comme mon bébé. Douce et timide, ce ne sont que quelques-unes des façons dont Shirley Berry décrit son petit-fils Timothy Wilkes. L'incident a poussé la communauté YouTube et les créateurs de contenu à se remettre en question. Cela a mis en évidence la nécessité d'établir des directives et des restrictions claires concernant ce qui constitue un contenu acceptable. Bien que YouTube dispose de politiques interdisant les cascades dangereuses ou les farces qui font croire aux victimes qu'elles sont en grave danger, l'application de ces politiques est constamment sous surveillance. À l'avenir, que l'histoire de Wilkes ne soit pas seulement retenue comme celle d'une farce qui a mal tourné, mais aussi comme un appel poignant à plus de responsabilité, de devoir et de compassion dans la sphère en ligne. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons espérer prévenir de telles farces et veiller à ce que la quête de la célébrité en ligne ne se fasse pas au détriment de vies humaines. Contrairement à d'autres youtubeurs qui se contenteraient de mettre en scène une telle farce, Timothée a été puni pour avoir voulu la rendre authentique, mais il est évident que ce n'était pas une bonne idée. Albert Drillund s'est démarqué comme une étoile montante sur YouTube. Avec une personnalité vibrante et un engagement sans faille à divertir son public, Drillund s'est taillé une place unique sur la plateforme. Ses sketchs comiques, vlogs et clips musicaux lui ont valu l'affection de milliers de personnes et ont mis en avant son génie créatif. L'ascension de Drillund vers la célébrité sur Internet a été semée d'embûches. Sa popularité croissante a attiré une attention accrue sur chacun de ses gestes. Malgré cela, il est resté fidèle à son art, expérimentant sans cesse de nouveaux formats de contenu et repoussant les limites de la créativité en ligne. Son dévouement a payé, plusieurs de ses clips devenant viraux. Des chansons comme Emoji, Gaufres et Oula ont mis en avant non seulement son talent musical, mais aussi son sens aigu pour des visuels captivants. Drillund était passionné par la réalisation de films et la narration, au-delà de sa personnalité en ligne. Il s'est aventuré dans le domaine du jeu d'acteur, décrochant des rôles dans des films danois et s'imposant davantage comme un artiste aux multiples facettes. Ses talents ne se limitèrent pas à la sphère en ligne. Il s'étendait également aux médias traditionnels, faisant de lui un jeune talent prometteur dans l'industrie du divertissement danoise. Cependant, c'est la quête incessante de contenu captivant de Drillund qui a conduit au tournant tragique des événements en juillet 2021. Lors du tournage d'une vidéo près de Forcellapana dans les Alpes italiennes, il a fait une chute mortelle de 200 mètres. La nouvelle de son décès a provoqué une onde de choc dans la communauté en ligne, les fans et les autres créateurs pleurant la perte d'une âme jeune et vibrante qui avait apporté tant de joie et de rire dans leur vie. Cet incident a servi de rappel bouleversant des dangers auxquels les créateurs de contenu peuvent être confrontés dans leur quête de la prise parfaite ou de la création de vidéos captivantes. Suite à son décès, les discussions sur la sécurité des influenceurs en ligne et les pressions les incitant à prendre des risques pour créer du contenu ont refait surface. Durant sa courte carrière, Albert Drillund a influencé de nombreuses vies, en ligne et hors ligne. Son héritage perdure à travers ses créations, témoignant de son talent et de sa passion pour le divertissement. L'élan de chagrin et les hommages venus du monde entier après sa mort ont souligné l'impact qu'il avait eu à l'échelle mondiale. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez manqué le précédent, regardez-le sur l'écran de fin.